À la fin des années 60, à New York, certaines individualités motivées à la fois par le désir de s'affranchir du groupe, mais surtout par la prise de conscience que la répétition de leur signature leur attribuait une notoriété, les Taki 183, Eva et Barbara 62, Stay High, mais aussi d'autres donnèrent naissance au writing. Ce geste inaugural devint très vite un vrai mouvement. Chaque matin, une autre signature apparaît, à tel point qu'il faudra inventer une nouvelle manière pour se distinguer. Leur tag au marqueur laissait place à d'imposantes lettres peintes à l'aide de bombes aérosols et contournées. Le dessin de la lettre va faire, dès lors, l'objet d'une invention continue. It was a rebellion. It was anti-authoritarian. It was, underdog prevailing. It was like minority youth. It was perceived as minority, disadvantaged youth, taking their lives into their own hands and creating something in spite of what society had given them. They overcame the handicap of their social standing and position through graffiti, and I think that was something that people all over the world identified with. Reprenant un mode de communication primaire, les New-Yorkais communiquaient au monde entier. Personne n'avait alors réalisé l'ampleur qu'allait prendre ce mouvement. Dès qu'ils l'ont vu, des milliers de jeunes adolescents peuplant les capitales du monde ont compris leur démarche et l'ont reproduite sur les murs de leur propre ville. Bon, parce que moi je savais pas qu'à Paris ça se faisait. Et puis j'ai vu qu'il y en avait un qui en faisait, alors j'ai commencé moi. Le premier à Paris c'était Bando. Bon, je pense en 81 ou 82, j'étais au studio d'Henri Chalfant à New York. Je me rappelle plus comment je suis arrivé là, mais j'ai rencontré Bear 167 de TDS. Et après j'ai été faire des graffitis avec lui un soir, un truc horrible. Et c'est parti de là. Je passais genre 2-3 mois par an là-bas. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à en faire. Mais bon, vu que j'habitais à Paris, c'est plutôt à Paris que j'en faisais beaucoup. Je commençais tout seul, après j'ai rencontré Scam. Et pendant plus ou moins un an, on était tous les deux et il n'y avait absolument personne à Paris. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la peinture urbaine, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui prenaient soit leur bombe, soit leur pinceau pour aller dans la rue. Comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du graphe, on se connaissait très facilement. On était une poignée, donc avec les PCP, Sao, Jay et Ski qui sont arrivés un petit peu après, et Bando, quoi. Plus Loki et Scipion, je sais pas si c'était dans un groupe ensemble, mais il y avait Loki, Scipion et Iris. On n'avait pas beaucoup d'informations, on en avait très peu, quoi. Tout ce qu'on voyait c'était à la télévision. Funky Fresh dans le béton, mais ouais c'est là que c'est cool, avec Futura 2000, avec des graffitis. Futura. Et t'avais 3 secondes pour attraper une image et puis essayer d'en faire quelque chose. What I remember more about Paris at this time was not really the graffiti movement, because I think it took a few years for artists in Paris to begin to create their own movement. Donc à cette époque-là, nous on était rien du tout. On faisait des graphes, mais il n'y avait rien au niveau du style. But in the next year, in 83, 84, I began to see some tags and pieces in Paris, in the suburbs. En fait, avec Scam, depuis le début, on peignait sur les quais. Parce qu'il y avait plein de murs et personne ne peignait. Enfin bon, il n'y avait personne, mais il y avait 40 000 murs. On n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine. Et en plus, genre, on se faisait courser une fois sur deux, mais ces connards de keufs n'ont jamais eu l'idée de venir des deux côtés. Donc en fait, c'est cool comme plan. Donc on n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine. Ben, ça se passait entre le pont de la Concorde et le pont Neuf, et principalement sous le pont du Carrousel. Il y avait la Force Alpha avec Blitz qui faisait l'intérieur du tunnel, et avec Dauban. Avoir été le pont du Carrousel, quelques rues dans le 7e, des squares dans le 15e.
Il y a eu une opération, en fait, c'était la construction de Beaubourg, c'était la fin de la construction de Beaubourg. Et donc on a peint autour de Beaubourg à deux ou trois reprises. Et il y avait donc une visibilité maximale. Il faut se resituer à l'époque, c'était l'époque des punks, des skins, des bandes dans Paris. Et à ce moment-là, il y a eu les chasseurs de skins. Et là a émergé cette culture américaine du hip-hop. C'est à cette époque-là qu'elle a débarqué sur Paris. À Paris, les Zoulous sont funky. Yeah! Ça fait à peu près 1 an que je fais des graffitis. Et c'est là que j'ai connu Philippe et il m'a donné des conseils pour peindre, il m'a appris des trucs essentiels pour commencement. Sinon je fais aussi partie de CTK, Crimson Kings. En fait je rencontre Colt genre 1 ou 2 mois après avoir rencontré Scam. C'est à ce moment-là qu'on décide de faire CTK je crois, avec Colt et Scam. Et après on a rencontré Mode, machin, tout ça. Les styles commencent à s'affûter et les writers développent leur maîtrise de l'aérosol en taguant et en graffant dans tout Paris. Ils se regroupent par crew, celui de Bando, Scam et Colt, les CTK, Primetime Kings, fait partie des groupes leaders à Paris. À la même période, la scène londonienne se développe. Un groupe, les TCA, The Chrome Angels, s'y est particulièrement démarqué, notamment grâce à un de ses membres, Mod 2. Bando en entend parler et part les rencontrer. One of the first significant changes for the Chrome Angels was when we were introduced to Brando. In '85, he came to London to meet Mode, and had obviously showed us all the stuff he had done, and it was one of the turning points, the major turning points for the Chrome Angels. And up until that point, one or two artists had come over, but Bando was probably the first artist to come to us from a non-New York background. On l'a rencontré au printemps et la première fois que je suis venu peindre sur Paris, c'était en mai 85. Ouais. When Mode came back from Paris in '85 and showed us what Bando was up to out there, we knew we had to go out there and before we knew it, we were in Paris. Et lui, il avait CTK, nous on avait un TCA et les mecs de ton groupe ils viennent dans le nôtre et vice versa. C'était un peu ça le délire. Ouais, je m'appelle Mode et je viens de Londres. Ça fait, je sais pas, 7 ou 8 mois que je fais du graffiti avec Bando et Stéphane ici. Je spécialise dans les personnages pour le crew et c'est moi qui fais la plupart des personnages sur les graffitis qu'on fait partout. Lui il venait toujours faire les personnages, moi je faisais les lettres et on remplissait tous les fonds, les machins, et Colt faisait les lettres et les fonds et voilà, on n'arrêtait pas de peindre constamment. Et donc Mode à chaque fois faisait les personnages qui mettent à l'amende tout le monde, même maintenant il n'y a pas un mec qui arrive à sa cheville. Et c'est le seul en graffiti qui pourrait ne pas faire de lettres du tout et faire que des personnages et être considéré comme un meilleur du monde en graffiti. Au même titre que genre Sin et compagnie, parce que le mec il a un style inimitable, que plein essayent d'imiter et que personne n'y arrive. Et voilà. Et c'est par rapport à voir des gens comme Bando où il y a putain merde, il cartonne le mec, nanana. Après tu tombes sur les BBC, tu vois, genre alors c'était. On cherchait en fait du stimulus au niveau. Un peu un genre de défi aussi. Alors que les deux ténors anglais et français Mode et Bando se sont regroupés et enchaînent les peintures sur les quais, Chou, une des figures d'Amsterdam, et les membres de son crew, les USA, United Street Artists, sont à Paris. Ils découvrent les peintures des TCA et des CTK et ne vont pas pouvoir s'empêcher de leur montrer qu'elles sont là. I remember I got a postcard from Shu, like '85. He went on holiday to Paris, and he sent me a postcard like that he almost fell into the Seine, the River Seine, because he saw these amazing pieces on the riverbank, probably done by Futura on an alias. That's what the text said on the postcards. And I was like, wow, what was that? With the most amazing robots and characters. Vu qu'on n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine, on était constamment en train de faire des photos, des machins, on revenait le lendemain.
Et un jour, on arrive sur les quais de la Seine et il y a genre Chou et je sais plus. Chou, Jazz et Yann sur les quais. On a halluciné, on a dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Parce que les mecs cartonnaient en plus. Tu te dis putain merde, ces mecs-là ils ont du style aussi. Donc on a attendu devant leur graffiti parce qu'on savait qu'ils allaient revenir faire des photos. Et Scam voulait les jeter dans la scène et moi j'étais non vas-y abuse pas. Il y a deux mecs qui se pointent, en fait c'était Chou et Jazz je crois. So a bunch of guys sitting there just hanging out and walked over to them and said hey who's doing all these pieces? Là, ça a commencé à discuter tout de suite. Et lui, il avait quelques faux photos, alors tu voyais ce qu'il faisait. Et c'est là où ils nous ont invités à Amsterdam à aller voir là-bas. Et on a été, en fait, on est devenus copains avec eux. Et c'était genre Delta, Angel, tous ces mecs-là, Gasp et compagnie. And from then on, we started piecing together all over Europe, really. And well, first in Paris, of course, then Amsterdam, then we started traveling. Là, c'était parti pour l'été 85 et jusqu'en 86, Bando et les Argents et Noirs partout, Tuckle aussi, et c'est genre d'époque-là. So when Mode and me and Bando hooked up in Paris, it had some significance, I guess, because we felt like we were sort of the ambassadors in Europe of this whole new thing called graffiti. Les CTK, eux, c'était l'école européenne. C'est-à-dire que pour moi, Bando, Chrome Angels, Chou, tous ces gars-là, c'était la même équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient commencé à faire des lettrages qu'ils étaient bien, qu'ils étaient différents des lettrages new-yorkais. Ils étaient pris sur les lettrages new-yorkais. Par exemple, bon, je sais que Bando a été influencé pas mal par Dondi. Bando was influenced by writers from New York. Well, he was partly from New York, but he gave it definitely his own twist to it. Well, we were very inspired by that. Et bon, il est arrivé avec un truc complètement nouveau qui a complètement pété les yeux à tout le monde et tout le monde s'est mis dedans, tu vois, parce que c'était un changement, les lettres elles étaient différentes. Déjà, il faisait un espace entre les lettres qui se raccordaient avec des raccordements très fins, très machin. Et bon, ça c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait là et c'était vraiment le départ du graffiti européen, quoi, tu vois. Avec Bando, genre 85, tout ça, alors quand il a commencé à faire les Argents et Noirs avec les lettres un petit peu style pointu, là, tout ça, parce que plein de mecs, plein d'Allemands ont pompé, mais c'est pas, quelque part il faut avouer que c'est un peu le parrain du style européen, quoi. And they were like the golden duo. Like he was the king of letters and he was the king of characters at that time. I mean, people were like, oh, they were like the superstars of graffiti for Europe at that time. Bando and those guys were great. I mean, they were very important for the French movement because they were probably the connection between what we were doing and what began to be happening in France. Certains artistes, comme Futura, exposent fréquemment à Paris. D'autres, comme John One ou plus tard A1, viennent s'y installer et participent au développement de la scène parisienne. Au début, quand j'habitais à New York, j'avais rien à foutre de la France ou rien dehors de five boroughs, you know. And then when I met Bando, il m'a montré des photos de qu'est-ce que les gens y faisaient à Paris, et ça m'a fait flasher. J'ai vu, I was like, oh shit, you know, this shit is bad. J'ai vu le travail de like Shu and Bando and Mode 2 and the characters and the colors et je disais wow, ils ont leur propre style, ils ont leur propre vibe, you know. Avant le graffiti, genre le mot graffiti déjà, genre si Phase 2 il m'entend en train de le dire, c'est comment ça, bitch slap comme il dit. Genre alors c'est pas genre c'est writing le terme d'origine et les mecs qui faisaient ça ils s'appelaient des writers, c'était l'écriture. Graffiti is I think like a crossover word for people to like kind of understand about writing, because when we were younger I never remembered us saying we're gonna go graffitiing, you know, we was always gonna be writers, you know. Et justement avant writing,
il y a plein de mecs qui pensaient que jamais ils auraient des capacités de s'exprimer avec la forme ou la couleur. Mais au lieu de prendre des choses qu'on voit, des immeubles, des sites, des ça, genre la culture c'est basé sur le ABCD qu'on connaît tous et qui est la base du langage écrit. Et là, genre, d'un coup, on est tous mis au même niveau, quoi, tu vois. Et c'est qui va pouvoir sortir des ABC qui donnent mieux que les autres. Moi, j'ai toujours trouvé que les lettres de mode défonçaient 10 fois plus que les miennes. Donc, je regardais son book et j'essayais de pomper sans pomper. Mais je crois qu'on était tous fascinés par la différence de style, genre les uns des autres, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, c'était une prise de tête constante sur les lettres. C'était genre, vas-y, il me faut un C. Voilà, c'est parti pour 2 jours de galère pour essayer de trouver un C mortel. Et, ouais, je regardais toujours en boucle de mode et le mec, il traçait genre en 2 secondes au bic et ça défonçait 10 fois plus que moi. J'étais dégoûté à chaque fois. First of all, graffiti, to me, is about the form of the letter. I mean, the letters are everything. Le tag, c'est de l'écriture au trait. Et le graphe, c'est des lettres contournées. La lettre, dans le cas du graphe, prend du volume, de l'épaisseur, ce qui suppose de la dessiner. Comme pour les alphabets conventionnels, dans le graffiti, chaque lettre se construit. Et le jeu du writing, c'est de partir de lettrages classiques et de les personnaliser en faisant évoluer leur construction. Soit le style reste le plus lisible possible et se concentre sur le tracé de la lettre, c'est le cas par exemple des block letters, soit l'exercice est de dynamiser la forme des lettres quitte à en compliquer sa lecture. Ce genre de lettrage est généralement appelé le wild style. Et, dessiner des lettres machin en graffiti, c'est un style de lettres, un style de calligraphie qui n'a jamais eu d'égal dans le monde jusqu'à présent. Et c'est uniquement en faisant des graffitis et en cartonnant en graffiti que tu peux commencer à comprendre les fioritures du style et tous les styles qui se sont développés en Amérique, en France, partout, en Hollande, en Angleterre. Le graffiti s'est développé partout où il a pu. D'abord sur des espaces illégaux, et notamment sur les murs des quais de Seine et dans la rue, mais il s'est aussi emparé de nombreux lieux abandonnés, les terrains vagues, où les graffeurs pouvaient se rencontrer et prendre le temps de développer leur technique et leur style sans être trop inquiétés par la police. Les quais, ça commençait à être grillé parce qu'ils recommençaient à repeindre de plus en plus. Ils commençaient à mettre des produits spéciaux pour pas que la peinture n'adhère. Le pont du Carrousel, en fait, il donnait sur le Louvre et au-dessus, il y avait le chantier de la pyramide du Louvre. Donc, un bonheur, tu vois, des palissades partout. Mais bon, c'était pas vraiment légal. Tu vois, et il y avait les BBC qui peignaient, il y avait un graphe de Scipion comme un serpent qui partait dans tous les sens. Il y avait le aérosol art de bandeau en chrome et noir qui tuait sur le devant de la palissade. Et sur le côté, juste sur le côté gauche, il y avait un graphe de mode tout qui était contour rouge avec des verts turquoise, vert d'eau et qui tuait aussi avec, si je me souviens bien, à la place du haut, il y avait une teutée un peu de perso chelou, mais c'était, ouais, pour l'époque, ça cartonnait. Et voilà, tu vois, moi ça m'a mis des vibes et si je peux encore, c'est peut-être à cause de mecs comme eux, voilà. Et puis il y a eu Stalingrad en fait. Quand Stalingrad est né, bah, les BBC ils ont bougé, ils ont lâché les palissades. Et puis ils sont tous partis vers le nord. En fait, c'était les transits entre Stalingrad et les palissades du Louvre pour essayer de peindre. Et c'est vrai que c'était vraiment les endroits où tu pouvais peindre relativement tranquillement, sans avoir de problème, et où il y avait du monde qui passait, quoi. Stalingrad, je crois que ça a été découvert par Sao. Et moi, par hasard, un jour, je passais en métro aérien et je vois un graffiti au fond du terrain vague, Sao, et je crois que c'est lui le premier en fait à avoir fait un graffiti là-dedans. Au début, quand on l'a trouvé, c'était un terrain vague avec plein de plantes et plein d'arbres qui poussaient. Et H est arrivé et a commencé à débroussailler les trucs. Et puis quelques jours après, Bando est arrivé. Il a monopolisé quelques espaces devant. Et voilà, comme ça commence à démarrer. On s'est incrusté sur le mur devant avec Stéphane. Mais en fait, c'est parti de là, quoi. Mais c'est les BBC qui ont peint dans ce terrain en premier. Cette superficie de terrain, ce positionnement de terrain par rapport au métro, par rapport à la rue, par rapport à plein de choses,
surtout par rapport au métro, il était trop bien situé parce que du métro, on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était trop top. C'était un terrain unique en fait. Il y a deux périodes à Stalingrad. La première période, donc la période la plus importante, c'est la période graphe, où des gens qui viennent voir du graphe, c'est-à-dire même les taggers, les TCG, d'autres graffeurs, Dark, Alp, ils viennent pour rencontrer des mecs qui peignent comme eux. Il y a des mecs qui viennent pour breaker, donc il y a l'unification du hip-hop qui se renforce parce qu'il y a plus d'endroits pour aller breaker, il n'y a plus de salles Paco Rabanne. Frères et sœurs, nous sommes ici au centre Paco Rabanne, c'est là où tout se passe ce soir puisque c'est notre dernière émission de l'histoire du hip-hop in France de 1984 et c'est maintenant la finale, les frères et sœurs, c'est hier. C'est hier. Tu vois, donc les gens ils se rencontrent là-bas. I must achieve my talent on the mic to make you. Let's do it. Pour moi, ça c'est une période. La deuxième période, c'est la période où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à venir pour voir des graphes et pour aussi dépouiller des gens. Voilà, deux périodes distinctes. Mais en fait, il y a eu 40 000 embrouilles, de mecs qui voulaient venir au terrain peindre, ci et ça, ils se sont fait salader, voler les bombes, les Allemands qui voulaient venir qui se sont fait plumer d'air et que ça n'arrêtait pas toute la journée. À l'époque, il y avait un certain service d'ordre dans le terrain vague et qui permettait pas à tout le monde de peindre là où il voulait, quand il voulait, quoi. Nous, on a toujours continué à venir, à peindre parce que cet endroit, pour nous, ça nous appartenait. Nous, les graffeurs, avant. Et moi j'aimais bien le terrain parce qu'il y a le côté organique aussi des choses, tu vois. C'est ces arbustes qui poussaient tout le temps. On avait beau les couper, ils repoussaient tout le temps et c'était cool, quoi. Et quand il pleuvait, il y avait cette odeur de bombes rouillées par terre et le graphe par rapport à ce milieu organique et déchiqueté en même temps, c'était fantastique. Il y en avait une bonne énergie, quoi, tu vois. Enfin bref, on a créé un espace. C'était un espace d'art pour moi. C'était même pas un terrain vague après, tu vois. C'était une galerie. C'était une galerie en plein air, quoi. En 1986, Henri Chalfant vient à Paris. Ce photographe américain est l'auteur avec Martha Cooper de Subway Art, un livre sur les graffitis du métro new-yorkais et producteur du film Style Wars. Deux références importantes pour les writers du monde entier. Il vient en Europe faire un livre sur le graffiti à travers le monde et va écrire dans Spray Can Art les premières pages de l'histoire du graffiti français. In Paris, I'd heard from writers, and there was a whole graffiti scene there. And so I went there because I was working with Jim Prigoff on the spray can art. So, and through Bando, I got in touch with, Ski and Jackie and those guys, and Lokis. Et il m'a appelé, parce que je le connaissais d'il y a super longtemps, et il voulait venir à Paris parce qu'il faisait un livre mondial sur les graffitis, donc j'ai prévenu tout le monde qui venait pour faire l'un. Donc tout le monde a préparé les murs pour son arrivée. What was interesting about Paris is that while they got their base from New York graffiti, they immediately transformed it into some, difference, something original of their own. More than New York, they got into kind of an art school style, like they had. Mm-hmm. They had their technique was at a higher level, more accomplished than New York style at the time, which was sort of more energetic maybe. The color sense was all different, and the rhythm of the line of the painting was different.
and the characters were very different. It was already influenced by Japanese comic characters, space characters like that, which had not yet been seen in New York. And then somebody like Lokis was a wonderful abstract artist, really. Very, pattern design, really nice stuff. Faut comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox 67 et enfin les murs qu'on connaît, parce que à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Style War dans Subway Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait parce que Nox 67 c'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça c'est tout d'un coup je vois le Style War, ben, tu te dis dans ta tête où je vais vers la vibe scene où la technique prévaut surtout, le style et la qualité des lettres prévaut surtout, où je vais dans la vibe Style War ou Case 2, même si Case 2 reste hotline, mais bon il est plus futuriste, il commence à, on ne lit plus très bien ce qu'il écrit, etc. et on perd le message, donc voilà. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des CTK, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible profane. Et donc par rapport à Bando, c'est vrai que ça nous a permis de développer notre style, notre école, notre façon de penser d'une manière totalement différente. On a très peu travaillé la technique, tout le contraire des CTK, mais on a beaucoup travaillé par contre les compositions, mais aussi les sujets sur lesquels on travaillait, tu vois. Et ça c'était très important pour la différenciation des deux écoles. À cette époque-là, Ski, son point fort, c'était, pour les gens qui voyaient son travail, c'était les personnages. Il faisait des personnages carrés avec des grosses baskets. C'était carrément, mais pour moi, c'était des lettrages. Parce que moi, je connais ses sketchs. Et les personnages qu'il faisait, c'était carrément des lettres. 87-88, dans le groupe, c'était Jay qui faisait les premiers lettrages qui étaient à peu près convenables. Et Jay, lui, il est arrivé avec un style qui était cassé, tu vois, semi-wall style, comme on dirait. J'ai travaillé un style que ce qu'il aime appeler le semi-wild style. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la composition de mon nom. C'est-à-dire prendre chaque lettre et en faire, les rassembler, les assembler et en faire quelque chose de compact. Tu vois, d'en faire une sorte d'icône. De 85 à 88, à côté de Stalingrad, le graffiti s'est aussi et surtout développé dans la rue. La plupart des graffeurs de terrain vague, et surtout des milliers de jeunes taggers, développent le graffiti dans son essence même, celui qui impose son nom aux autres sans permission, sur tous les supports visibles par le public. Toutes les voies de circulation, la rue, le métro, les trains, les camions, vont être utilisées par les taggers pour se faire connaître dans toute la ville. Là, quand tu fais des trucs comme ça. Je sais pas, je sais plus. Là, je sais plus. Je peux pas te répondre. Je suis en train de me demander ce que je fais là, mais ça va. Je tag. Terrain vague, c'était marrant parce que tout le monde s'en rencontrait. C'est là où tu pouvais vraiment prendre ton temps et faire des trucs qui techniquement étaient les mieux que tu puisses faire parce que t'as pas la contrainte des keufs, des machins. Mais c'est pas des graffitis, ça. C'était genre on rigolait, machin. Ce qui était important, c'est tout ce qui se passait à côté. Beaucoup de tags à l'époque, énormément de tags, il y avait une facilité énorme à taguer parce que les gens comprenaient pas ce qui se passait, donc on pouvait taguer dans le métro devant tout le monde, etc. Et Sign les squats faisait partie des mecs qui cartonnaient. Avec Sign, on faisait des sorties pendant un an, on a fait que ça en bicross, et des sacs à dos, et on avait des plans de Paris, et on massacrait par quartier, quadrillé, genre on faisait les artères principales et après les petits trucs. Et donc on n'arrêtait pas, et ça c'était une grande époque, c'est là où j'ai découvert qu'en fait l'important c'était de taguer et pas de faire des grands murs. Et c'est à cette époque-là qu'on a rencontré Gilles, boxer. J'ai commencé par faire des tags et c'était déjà bien difficile. Mais si j'avais pu avoir de quoi faire des graffitis aussi rapidement qu'un tag, je crois que j'aurais fait que des graffitis. J'ai pas tagué plus que d'autres, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai simplement cherché à chaque fois, comme l'aurait fait un publicitaire, le meilleur endroit. Je me posais la question, tiens, et si moi j'habitais là, où est-ce que mes yeux se porteraient en tout premier lieu dans la journée? La réponse, elle me sautait aux yeux en général. J'en mettais un là, j'avais pas besoin d'en mettre 3. Et on n'arrêtait pas de barber des bombes, on faisait que ça toute la journée. On barbait des bombes et on allait défoncer les murs. Je suis surtout spécialiste dans
Le vol en touchant. Non, les bons en peinture, les feutres, les cahiers. Parce que quand on fait les graffitis, on peut pas se permettre de payer la peinture. Parce que déjà c'est trop cher, puis. C'est la honte. Ouais, puis il n'y a plus de charme. Non, c'est la honte surtout. Acheter ces bombes, c'est exactement comme payer 5 Kaira pour faire semblant que tu leur casses la gueule devant ta meuf pour faire style t'es une Kaira. C'est exactement ça, alors c'est pour ça que c'est important de voler ces bombes. Ouais, je possède le record, j'ai volé en une seule fois 100 bombes. Je dirais pas le nom du magasin, parce qu'il risque d'avoir des problèmes. Une bombe, c'est grand comme ça. C'était montrer que tu avais un petit peu plus de couilles ou d'intelligence que les autres, et puis toujours ne pas rentrer dans cette démarche commerciale. Mais quelle est la logique du gars qui va dépenser un quart de sa paye pour aller tout casser? Il va dépenser son argent pour se faire gauler et qu'on l'envoie en prison. C'est excellent. Non, quitte à te faire gauler, fais-toi gauler tout de suite quand tu prends la peinture, tu prouves que tu es un mauvais, tu n'iras pas plus loin, et tu éviteras la phase 2, rembourser 1 million de francs à la RATP. Il y avait un possi qui dominait vraiment le tag, c'était les TCG. Les TCG étaient eux plus, ils peignaient pas vraiment de murs, quoi qu'ils en ont fait quelques-uns. Chic a fait des murs, des trucs pas mal en plus, mais eux c'était surtout de la déchire, quoi. Donc eux c'était vraiment. On est en haut, il est trop beau le guitare. Le carbure s'est fait en 86. 87, 88, quoi, ça n'a jamais arrêté, quoi. On descendait les voies, on marchait, on rigolait, en descendant comme ça les stations, le long la sécurité n'était pas du tout la même que maintenant, hein. Parce que plus c'était neuf, plus il fallait dégueulasser, en fait, c'était ça l'esprit, c'est pour ça qu'on allait dans les premières classes. Alors toujours la première classe, on sévit toujours en première classe. Voilà, maintenant on se calme parce qu'on arrive en station, quoi. À part les quelques trains qui étaient près des cabanes des gardiens, on massacrait tout, quoi. Intérieur, extérieur, on ouvrait les teports, on rentrait dans... Ce qui est impossible à faire maintenant, apparemment, vraiment strictement impossible. On aime 7, quoi. Et on progresse dans le danger, quoi, voilà. Et c'est génial. Pour moi, c'était les meilleurs, les mecs qui avaient du style en 89, 90, des styles que tu ressortirais aujourd'hui, les mecs qui tomberaient par terre, tellement ils tuaient, et eux c'était des vandales, quoi. C'était la rue, ils déchiraient les métros, les extérieurs de métro, les entrepôts, c'était que du vandal, mais avec un vrai style et que du tag. Ils s'en battaient les couilles, et pourtant c'était des gars qui étaient associés au BBC, donc à des gros graffeurs, ils auraient pu apprendre s'ils avaient envie, mais eux, ils s'en foutaient. C'était teasé, volé et tagué, voilà, c'était ça leur délire. C'était ça TCG, The Crime Gang, tu vois. D'ailleurs, quand ils sont associés, les DRC et les TCG, ça a donné les NTM. C'était à peu près dans cette époque-là, 88 par là. Bon, les DRC, c'est Joey, Chino, moi, DI, Tusqua, Sign et Mod. Voilà, les DRC, c'est ça, d'arrêt de chiffon. C'est en fait l'alliance entre DRC et TCG qui fait le crew NTM en 87. Donc ça, c'est la première association. L'idée de NTM, c'était de massacrer. C'était une association de personnes qui étaient des vandales pour massacrer le plus partout et marquer NTM partout, quoi. Avec Case, Monster Case, qui a influencé trop de gens en France sur le Goethe, quoi. Des milliers de tags commencent à recouvrir Paris. Et pour se distinguer, certains writers exécutent des graphes dans la rue. Plus visibles et plus risqués, ils valent des dizaines de tags. Mais ils sont plus longs à exécuter. Pour gagner du temps et être facilement visibles, les graffeurs utilisent une colorisation assez basique. Une couleur claire pour l'intérieur des lettres, une couleur foncée pour l'extérieur.
commencé à cette époque-là, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent et noir. Ce qui est d'une part beaucoup plus lisible, donc c'est comme un gros tag, et d'autre part c'est le truc le plus dur à faire en graffiti parce que t'as que deux choses qui sortent, la technique et le style. Il n'y a pas genre ce masque de couleurs avec des grands personnages, des baleines, des dragons qui servent strictement à rien, c'est tout pourri. Ça devient de la calligraphie pure et du style pur. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, les seuls trucs en graffiti qui sont bien, c'est vraiment les trucs avec des couleurs super simples, à la con, sans fioriture, sans rien, et voilà. Inspirés par New York, les writers veulent peindre des graphes sur les wagons du métro. Le tag, rapide à exécuter, permet de recouvrir plusieurs rames, ce qui oblige la RATP à les faire circuler. Mais généralement, le temps nécessaire à faire un graphe ne permet de peindre que peu de wagons. La RATP peut alors les immobiliser et les envoyer immédiatement au nettoyage. On avait fait des métros à l'époque, mais ils sortaient jamais. Donc on s'est dit, ça sert à rien de non seulement gâcher les bons, mais en plus de prendre des risques d'enculer pour rien. Donc on s'est dit, vas-y viens, on fait des argents et noirs dans tous les tunnels. Ça paye plus, ça reste, machin, et donc on a commencé à faire des argents noirs dans tous les tunnels. Et c'était sorti toutes les semaines, tous les soirs, avec... il y avait Sign, Colt, qui taguait Steph à l'époque, et Squat aussi. On a été les premiers à avoir les clés du réseau. Donc on a fait quelques copies. Tu vois, quand on avait les clés du réseau, ça marchait dans tout le réseau, quoi. C'est-à-dire qu'on lui ouvrait toutes les portes, c'était fantastique. Ouais, le métro était à nous la nuit, quoi. Sans carte orange. Et la journée aussi, à vrai dire, sans carte orange. T'avais Psy et Colt qui avaient fait une bonne assos ensemble, ils faisaient des psycholes dans le métro. Parce que de toute façon, Colt, pour moi, ça a été le must, quoi. À l'époque, pour moi, c'était, et même ça restera toujours un des kings de la lettre en France, parce que pour moi, il y a Bando qui est plus un designer de la lettre, et Colt, c'était plus un calligraphe de la lettre. Colt, c'était le grand perfectionniste, encore pire que moi. Et quand on faisait des dessins dans le book, c'était genre, mais alors, à la règle, machin, nickel, et pas un peu de travers, les contours, les machins, et on voulait faire pareil sur les murs. C'est là où je me suis mis à faire en fait des gros blocs letters, parce que c'est super lisible. Tout le monde peut comprendre, peut voir à quoi ressemble la lettre, et tout le monde, même un mec qui fait pas de graffiti, peut se rendre compte si le style est mortel ou pas. Et c'est là où ça devient intéressant, je trouve, quoi. Je crois qu'à la même époque, il y avait le concert de Public Enemy qui débarquait pour une espèce de concert au Globo. En fait, c'est là où, plus ou moins, c'est décidé de faire le Public Enemy derrière le Palace, parce qu'il y avait justement allé avoir un concert et qu'on était fan et qu'on n'arrivait pas à croire que Pi débarquait à Paris. C'était un truc de dingue pour l'époque. Et donc, l'idée de Demo et de Tecol de faire un gros mur pour l'occasion. Le Public Enemy, pour moi, c'est le premier gros mur totalement illégal au plein cœur de Paris, fait comme ça à l'arrache dans la rue. Et c'est vraiment ça le graffiti, tu vois. C'est là où tu prends des vibes, c'est là où même la personne qui habite au coin, ben, je pense qu'elle dit pas que c'est du vandalisme, tu vois. Well, to me, graffiti always was about the shapes of the letters, and of course putting those types of shapes on places where you wouldn't, you know, where they would be amazing. It's like graffiti writers are all about promotion. It's all about getting up. It's all about putting up your tag. So it's a kind of a, you know, I mean, we're every day we're seeing advertising, you know, and graffiti in a way has some legitimate purpose. I mean, it's people expressing who they are. Le graffiti, c'est de la publicité. C'est même une nouvelle forme de publicité, c'est de la publicité sauvage. Tu fais la promotion d'un produit et ce produit, c'est toi. Et comme outil, l'outil dont tu disposes pour promouvoir ce produit, c'est le vol. Le vol de ta peinture et surtout le vol de tes espaces publicitaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Quand tu fais un disque de rap, tu as besoin d'être produit, tu as besoin d'être distribué et tu as besoin d'être écouté. Alors que toi, en tant que graffiteur, tu imposes et tu fais subir aux spectateurs ta propre campagne de publicité exactement à la manière de la publicité. La publicité, tu ne peux pas passer à côté. Tu la vois sur les affiches, tu la vois à la télé, tu vas au chiottes, ils montent le son, tu te retrouves pris là-dedans.
Et c'est pareil avec le graffiti. La seule différence, c'est que tu donnes de thunes à personne parce que tu rentres pas dans un système. Et ça, c'est ce que personne peut accepter. Les gens qui habitaient à Paris et qui ont commencé à voir les trucs arriver vers 82-83 et ensuite l'explosion vers 87-88 complètement massacrée jusqu'à nos jours, ils n'ont pas compris quoi. Ceux qui étaient pas connectés à la culture hip-hop, ils n'ont pas compris ce qui se passait quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je trouvais pas ça. Enfin, je pensais que c'était une nouvelle forme de peinture, une nouvelle forme d'art. Mais là, maintenant, non, parce que finalement, il y en a absolument partout, dans tous les coins, ici, sur tous les immeubles, dans le métro. Alors là, c'est beaucoup trop. Moi, je pense que ça doit être que des étrangers qui peuvent faire ça, quoi. Je ne trouve pas ça beau du tout, et je commence à en avoir marre. Parce que des débiles mentaux, ça va, hein. Tu vois. Et même moi, je l'ai vécu, même moi, vis-à-vis de ma propre famille, qui comprenait pas ce qui se passait, quoi. Comment ça se fait que tu fais autant de garde à vue, comment ça se fait qu'il y a des jugements, t'as de l'encre partout, c'est toujours des embrouilles, c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites?